Alors bonjour et bienvenue à notre webinaire sur la reprise au travail. Mon nom est Alexandre Lagarde, donc je suis vice-président investissement étranger à Montréal International. Et aujourd'hui, on va vous parler justement des modalités de reprise au travail dans le cadre justement de la relance du retour au travail physique. Donc j'ai avec moi Benoît Brouillette et puis Zaineb Melouli, qui sont avocats au cabinet Lavry et qui sont associés au groupe Droit du travail et de l'emploi au sein du cabinet. Donc, je sais que vous trépignez tous d'impatience de revenir au bureau. Donc, l'idée aujourd'hui dans la présentation, c'est de vous présenter, c'est de vous fournir un peu les meilleures pratiques pour un retour au travail qui respecte les normes sécuritaires, les normes gouvernementales. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à mes collègues, donc Benoît et Zainab. Donc, c'est à vous. Merci Alexandre. C'est un grand plaisir là, de pouvoir nous entretenir aujourd'hui avec vous et d'échanger sur la question de la relance. Benoît et moi avons réfléchi à cette relance en vue de deux étapes importantes. En fait, comme avocat en droit du travail, on a pu assister assez rapidement dans la foulée de la crise depuis son début à un effort collectif assez spectaculaire qui a été empreint de solidarité, d'une volonté d'assurer la santé et sécurité collective. Dans la foulée de cette solidarité-là, les employeurs ont adapté leur façon de faire en modulant l'organisation du travail, mais aussi en essayant de trouver des solutions pour maintenir leurs effectifs en place. On s'est donc retrouvé dans une situation où la gestion de la crise a laissé ce que nous, on qualifie une plus grande marge pour la prise de risque au niveau juridique, si on veut, et plus particulièrement en droit du travail. Cette prise de risque-là, elle a par ailleurs été partagée, si on veut, avec les employés, de sorte à ce que finalement, le risque est devenu, on a tous été solidaires face au risque. On a assisté à des réductions de salaire importantes, on a assisté à des mises à pied massives, on a assisté malheureusement à certaines entreprises qui ont dû réorganiser leur structure corporative, mais l'actuelle acceptabilité, si on veut généraliser des employés, la défense, par exemple, de force majeure que certains employeurs ont évoquée pour se dégager de certaines obligations législatives, les enjeux de santé et sécurité au travail ne pourront plus, à notre avis, à eux seuls, permettre d'obtenir toute la flexibilité que les employeurs, dont les employeurs auront besoin au moment de la relance. Donc, on s'est dit que dans ce contexte assez particulier, il faut donc se mettre en phase, si on veut, avec une prise de risque un peu plus calculée au niveau juridique. Considérant le temps, je me suis permise d'aller un peu plus rondement sur la première phase de la crise pour qu'on puisse directement passer à la deuxième phase dans laquelle on anticipe, Benoît et moi, que vous allez avoir un certain nombre de questions et pour laisser place à ces questions-là, on va faire un survol de notre réflexion pour ensuite ouvrir la période de questions. Donc, Benoît, je te laisse poursuivre. Merci Zainab. Alors, effectivement, la présentation ce matin est structurée de sorte qu'on va mettre de l'avant un certain nombre de conseils pratiques pour les organisations dans ce qu'on appelle la phase visant à préparer la reprise. Alors, on va parler de ces conseils-là, présenter des conseils pratiques pour ensuite aller dans la période d'échange où on va avec plaisir répondre à vos questions et à vos préoccupations. Il y a deux principaux axes de travail dans la phase de préparation de la reprise qui sont, à notre point de vue, essentiels. C'est d'évaluer les défis, ce que seront les nouveaux défis auxquels vont faire face les organisations, et procéder à une réévaluation du risque pour poser des gestes appropriés pour réduire ces risques-là. Donc, lorsqu'on parle des nouveaux défis, évidemment, on ne connaît pas encore le cadre précis dans lequel la reprise graduelle des opérations dans les différentes organisations se fera, mais on connaît déjà un certain nombre de défis auxquels on va faire face. On sait que les mesures de distanciation sociale, la fameuse règle du 2 mètres, va pour un certain temps continuer à s'appliquer. On sait que les organisations vont être confrontées à des employés qui vont refuser de revenir travailler, possiblement sur la base du fait qu'il y a des risques de contracter la maladie ou autre. Donc, il y aura des employés qui vont
qui vont refuser de se présenter au travail en disant qu'ils sont malades. Il y aura des enjeux de garderie et d'écoles fermées qui vont possiblement entraîner un taux d'absentéisme plus élevé que la normale. Donc, il y aura des nouveaux défis auxquels les organisations devront faire face. Et il y a aussi des nouveaux risques. Et ces risques-là, comme Zainab le mentionnait, sont en quelque sorte mis de côté dans le contexte où on doit rapidement redéployer une organisation du travail comme on l'a fait dans les dernières semaines. La raison pour laquelle il est essentiel d'adresser ces risques-là dès maintenant et de préparer une reprise avec un niveau de risque qui est calculé, bien, il y a essentiellement les raisons suivantes. D'abord, les organisations ont déployé au cours des dernières semaines une réorganisation majeure dans certains cas de leur façon de faire, ne serait-ce que par le déploiement à très, très, très grande échelle du télétravail. Or, une réorganisation aussi importante des opérations requiert habituellement une grande planification. Or, on n'a pas eu l'opportunité ou le temps de le faire. Si on voulait déployer des changements aussi importants dans les organisations, il y aurait toutes sortes d'étapes préalables qu'on n'a pas été en mesure de faire. Ça, c'est une zone de risque qui est importante à prendre en considération. Un autre élément à prendre en considération, c'est le fait que la reprise sera, comme on le sait, graduelle. On a utilisé l'expression dans le contexte de la crise de mettre à un moment donné le Québec sur pause. C'était l'expression. Or, on comprend maintenant que la reprise se fera de manière graduelle, ne serait-ce que par des enjeux notamment de transport en commun, de garderie ou d'écoles qui vont continuer à être fermées. Donc, ce qui devait durer ou ce qui, dans la conception au départ, pouvait durer quelques semaines, va dans les faits durer plus longtemps, quelques mois, forcément. Donc, ça entraîne la nécessité de réévaluer ce qu'on a fait dans certains cas dans la précipitation et possiblement poser des gestes pour réduire les risques associés à ces mesures-là. Alors, avant de passer à la période d'échange, certains conseils pratiques sur les défis de la relance. Le premier conseil, création ou maintien d'un comité de gestion de crise RH. Beaucoup d'organisations se sont dotées de comités de gestion de crise qui se réunissent, évidemment de manière virtuelle dans bien des cas, mais sur une base régulière. La recommandation que nous faisons, c'est de faire en sorte que les gens qui composent ce comité-là travaillent davantage en prévention plutôt qu'à être réactifs. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il y a un certain nombre de défis et de risques qu'on connaît dès maintenant, notamment les gens qui vont refuser de se présenter au travail en invoquant des enjeux de santé, sécurité ou autres. C'est des questions qu'on peut adresser dès maintenant. Or, en créant un comité de gestion de crise, on va pouvoir réfléchir à ces questions-là et assurer une uniformité dans le contexte de la reprise par rapport aux informations qu'on va donner aux gestionnaires, par exemple, qui, eux, seront imputables de répondre à ces situations-là. Donc, on va vous donner au cours de la présentation une série d'exemples de choses qui peuvent être sur la table de travail de ce comité-là, dont nous recommandons évidemment le maintien ou la création, le cas échéant. L'autre conseil numéro 2, procéder à une analyse de risque en fonction du contexte actuel qui, comme je le mentionnais, va perdurer dans le temps. Alors, toutes les organisations devraient regarder ce qui a été fait comme mesure, comme je le répète, comme je le mentionnais tout à l'heure, dans un certain laps de temps qui était très, très court, et procéder à une nouvelle évaluation des risques, notamment juridiques, qui sont liés avec ces mesures-là. Donc, on suggère de faire un inventaire de risques et ensuite, il y aura définitivement des choix à faire. Donc, il va falloir prioriser un certain nombre d'actions à poser. Et je donne un exemple concret sur lequel on reviendra en fin de présentation. Un exemple concret de risque qui peut être plus grand actuellement qu'il était auparavant, c'est toute la question du télétravail. Les organisations ont déployé beaucoup de télétravail dans un contexte très, très court. Maintenant, ce que ça implique, c'est qu'il pourrait y avoir, par exemple, des enjeux au niveau de la confidentialité. Donc, les organisations ont des contraintes ou des règles à respecter en matière de confidentialité, notamment, ou de renseignement personnel, que ce soit dans des lois ou que ce soit dans des ententes contractuelles avec des tiers. Les organisations ont des enjeux importants de confidentialité. Or, ces obligations-là ne sont pas à géométrie variable et représentent certainement un plus grand défi dans le contexte du télétravail. Donc, une des questions à se poser, est-ce que, comme organisation, on a adopté toutes les mesures appropriées
pour minimiser les risques par rapport au télétravail qui a lieu présentement et qui va perdurer. Et là, on peut travailler l'adoption d'une politique de télétravail, de la formation pour les gestionnaires, une vérification de ce qui a été mis en place au niveau informatique. Bref, dans l'inventaire des risques potentiels, les bris de confidentialité dans le contexte actuel pourraient représenter un risque qui commande une action rapide et on doit poser un certain nombre de gestes. On reviendra sur la question du télétravail, mais c'est un exemple, à notre point de vue, de ce qui devrait faire l'objet d'une évaluation de risque en prévision de la continuité d'opération dans le contexte que l'on connaît. Le troisième conseil pratique que l'on donne, c'est maintenir, rétablir et préserver un canal de communication efficace avec les employés. Les employés ont des craintes, on l'a mentionné. Ces craintes-là sont à bien des égards légitimes. Alors, la recommandation que nous faisons, puis on y reviendra également plus tard, c'est d'adopter un plan de communication clair avec les employés, anticiper ce que seront leurs préoccupations et tenter de répondre à ces préoccupations-là le mieux possible. Zainab mentionnait que dans ce qui s'est passé, il y a eu une forme de solidarité. Donc, il y a eu des employés, des syndicats et des employeurs qui ont fait preuve, dans certains cas, de beaucoup de flexibilité dans le contexte où on avait une crise sans précédent et qu'on estimait de courte durée. Le défi, c'est que cette acceptabilité-là, dont Zainab a traité, diminue au fil du temps. Et les organisations qui vont prendre le temps, parce que c'est un investissement évidemment en temps, d'informer les employés, les différents partenaires sur les enjeux auxquels ils font face, nous, on estime que ça va permettre de maintenir le climat que Zainab décrivait pendant une période plus longue. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de former les gestionnaires de premier niveau, celles et ceux qui, dans les organisations, vont avoir à traiter directement avec les employés dans le contexte de la reprise. Évidemment, ces gens-là doivent être en mesure de transmettre les messages clés des organisations. Et je fais le lien avec le conseil pratique numéro 1, lorsqu'on mentionnait créer un comité gestion de crise RH. Dans certaines organisations, présentement, il y a du travail qui se fait de prévoir, par exemple, des formulaires de Q&A pour les gestionnaires. Donc, on veut outiller les gestionnaires à répondre aux préoccupations des employés et à agir de manière uniforme par rapport à des situations qui, je le répète, sont assez prévisibles. On ne connaît pas l'entièreté du cadre dans lequel la reprise va se faire dans tous les secteurs d'activité, notamment en matière de santé et sécurité. On ne connaît pas à l'avance l'ensemble des situations auxquelles on sera confronté. Mais celles que j'ai identifiées comme des défis dans la présentation, on peut d'ores et déjà réfléchir à la réponse qu'on va donner à ces défis-là et prévoir par la formation ou par des outils la façon dont on va souhaiter que les gestionnaires transmettent ces messages-là et réagissent dans ce contexte-là. Au niveau justement des craintes qu'on peut anticiper chez les employés, on sait qu'au cœur de la relance, la préoccupation la plus grande est la question de la santé et sécurité au travail, autant chez les employés que chez les employeurs qu'au sein des différents paliers de gouvernement. En lien avec ça, notre réflexion est qu'on peut, encore une fois, anticiper un certain nombre de problèmes reliés à des craintes en matière de santé et sécurité, notamment plusieurs absences qui pourraient être dues à ces craintes-là, de ne pas avoir un employeur qui a mis en place les mesures nécessaires pour assurer la santé et sécurité des travailleurs. Donc, conseil numéro 4, anticiper un taux d'absentéisme qui va être anormalement élevé par rapport à ce que les entreprises ont connu historiquement. Et on peut aussi anticiper des situations de refus de travail qui outrepassent le cadre de la santé et sécurité. Sur ces enjeux-là, rappelons très rapidement les deux niveaux de refus. Donc, si on s'inscrit dans un refus qui est relié à la santé et sécurité au travail, sachez que l'obligation de santé et sécurité est une obligation qui est corollaire, c'est-à-dire que l'employeur a, oui, l'obligation non seulement d'assurer la santé et sécurité, mais d'identifier et de contrôler et même d'éliminer les risques
au niveau de la santé-sécurité qu'il aurait identifié pour ses employés. Mais les employés, eux aussi, ont une obligation de mettre les mesures nécessaires pour s'assurer de leur propre santé-sécurité au travail, mais aussi celle de leurs collègues. Donc, il faut pas oublier cette dynamique parce qu'elle sera d'autant plus importante dans les messages de sensibilisation que vous allez transmettre aux salariés au moment du retour. Certains de nos clients nous mentionnent déjà être activement en train de mettre des mesures en place et on voit que sur le site, là, particulièrement de l'Institut national de la santé publique, il y a plusieurs recommandations qui sont émises dépendamment des différents secteurs. Aujourd'hui, par exemple, l'Institut national de santé publique a émis des recommandations au niveau du transport logistique, mais plus particulièrement en ce qui concerne les chauffeurs, par exemple dans des industries comme Uber. Ce type d'informations-là, même si ça ne s'applique pas à vos entreprises, vous pourrez aussi vous en arroger pour conforter vos employés qui vont devoir prendre un certain type de transport pour venir au travail et déjà les rassurer peut-être par rapport au fait qu'il y a des mesures qui sont prises par d'autres industries que la vôtre pour assurer un transport sécuritaire au travail. Sur le volet santé-sécurité, pour qu'un employé refuse de manière légitime de rentrer au travail en raison de crainte, il faut qu'il y ait des motifs raisonnables de crainte pour sa santé-sécurité. Comment pallier à ça? Bien, encore une fois, on revient au conseil 1, 2, 3 qui sont en amont d'une réaction comme celle-là, de vous assurer de mettre les mesures en place et de communiquer ces mesures-là avant le retour au travail si vous êtes dans une situation de relance. Pourquoi avant le retour au travail? Parce que vous allez pouvoir déjà, en amont, si on veut, désamorcer certaines de ces craintes-là. Sur l'aspect refus de travail pour d'autres raisons que la santé-sécurité. Par exemple, on peut rapidement anticiper que certains employés ne pourront pas revenir au travail en raison d'une situation d'obligation familiale, par exemple, de prendre soin de leurs enfants parce que les garderies ou les écoles vont peut-être encore être fermées au moment où ils vont être appelés au travail. Quelques considérations à avoir. Premièrement, on sait qu'en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne, les entreprises de juridiction fédérale ont une obligation d'accommodement en raison du statut familial, là, en raison de la situation familiale d'un employé. Cette obligation-là n'existe pas au niveau provincial, c'est-à-dire que la charte provinciale ne protège pas ou n'octroie pas un devoir d'accommodement à l'employeur pour ces situations-là. Par ailleurs, la loi sur les normes du travail, sachez qu'elle prévoit que l'employé peut prendre jusqu'à 10 jours d'absence pour s'occuper notamment de son enfant dont il a la garde. Et 2 jours sont payés parmi ces 10 jours-là dans la mesure où l'employé a 3 mois de service continu. Par ailleurs, ce cadre juridique-là n'est peut-être pas suffisamment adapté à la situation que vous pourrez anticiper là, dans vos organisations. Et il y aura des décisions stratégiques importantes à prendre au sein de l'entreprise, à savoir qu'est-ce que vous allez faire avec cette catégorie d'employés-là et jusqu'à où vous allez faire preuve de souplesse avant de mettre en place le cadre juridique plus strict face à vos droits et obligations par rapport à ces employés-là. Parce qu'évidemment, il faut toujours se remettre dans un contexte qu'il y a à peine 5 semaines, on était au Québec dans une situation de pénurie de main-d'œuvre, de problème de rétention de la main-d'œuvre. Et là, il y a un balancier qui se fait, mais rapidement, il faut quand même se remettre en phase avec ce contexte économique-là qu'on a connu il y a 5 semaines, dans le sens que la façon dont vous allez véhiculer les messages au moment de la relance aura possiblement un impact à moyen et long terme sur vos effectifs ou sur la mobilisation de vos effectifs. En tout état de cause, pour toutes ces situations-là qu'on peut aisément anticiper, il faut vous assurer d'appliquer des mesures qui sont constantes, qui sont univoques et uniformes à l'égard de tous vos employés. Benoît mentionnait tout à l'heure que la formation des gestionnaires est particulièrement importante dans le cadre de la relance. Je vous dirais que le coaching des gestionnaires de premier niveau sera d'autant plus pertinent et important dans le contexte de la relance, surtout en lien avec les mesures ou les messages clés que l'entreprise veut lancer par rapport à chacune de ces situations-là.
Évidemment, j'en profite pour vous mentionner qu'au niveau de la formation de vos gestionnaires ou du coaching des gestionnaires, vous pouvez aussi arrimer un retour au travail avec le programme PACM qui a été annoncé le 6 ou le 7 avril dernier par le ministre Boulay, qui subventionne certaines formations pour permettre une relance adéquate. Conseil numéro 5, au niveau des défis qu'on peut anticiper, on peut aussi penser au retour graduel et à l'interaction que ce retour-là va avoir avec les prestations canadiennes d'urgence et la subvention salariale d'urgence. Pourquoi on vous parle de ça? On a eu plusieurs clients qui rapidement ont été mis devant des situations où ils rappellent des employés à temps partiel au travail, mais ces employés-là, quand on les rappelle à temps partiel, leur rémunération va en deçà de ce que les prestations canadiennes d'urgence prévoient. Donc, c'est très difficile d'inciter un employé à revenir au travail dans un contexte de phase 1 de crise. Certains employeurs ont laissé passer là, ce comportement-là en se disant, bon, ben parfait, je vais revoir mon plan de contingence, je vais rappeler des gens qui sont mobilisés parce que j'aime mieux avoir des gens mobilisés que des gens que je vais traîner de force au travail et que je vais devoir réprimander s'ils ne reviennent pas au travail. Dans ce contexte-là, dans le contexte de la crise, le gouvernement a émis un programme là, incitatif qui visait à octroyer une prime à concurrence de 100 $ par semaine pendant une période maximale de 16 semaines aux travailleurs du secteur des services essentiels pour les inciter à un retour justement au travail considérant les PCU. On peut commencer à réfléchir à ce type de situation-là et selon nous, les organisations devront réfléchir en amont à comment ils vont adresser ces situations-là. Sur un plan strictement juridique, quand on rappelle un employé au travail, à moins qu'il y ait des motifs valables de refuser un retour au travail comme ceux qu'on a précédemment soulignés, il n'y a pas de raison de ne pas revenir au travail. La mise à pied prend fin à partir du moment où l'employeur exerce son droit de rappel au travail. Ceci dit, sur un plan strictement juridique, on peut anticiper qu'un employeur à moyen terme ou même parfois à court terme va devoir prendre des décisions difficiles et se dire, bien, si l'employé ne souhaite pas revenir au travail, est-ce que je dois traiter ça comme un abandon de poste, une démission volontaire de mon salarié? Mais sur un plan strictement RH, si on veut, ou ressources humaines, il y a des considérations importantes à prendre à regarder avant de prendre ce type d'enlignement. Il y a aussi une autre interaction qui se forme, c'est celle avec la subvention salariale d'urgence. Plusieurs de nos clients nous ont dit, bien, est-ce que je suis obligée de payer le fameux 25 % pour topper le salaire maximal là, de mon employé si j'ai la subvention en concurrence de 75 %? Sur la question du 25 %, la loi n'oblige pas l'employeur en tant que tel à payer ce 25 %-là. On sait que le gouvernement, depuis le début de l'annonce de cette subvention-là, a émis des recommandations assez importantes et des attentes pour aux employeurs en leur soulignant qu'ils souhaiteraient ou qu'ils s'attendent à ce que le 25 % soit payé. Donc, si on regarde la loi, on se dit, ah, ben finalement, on n'a pas une telle obligation. Mais attention, revenons au cadre juridique réellement applicable au niveau des réductions salariales. Encore une fois, en phase de crise, ces questions-là ont été plus ou moins écartées, considérant la solidarité dans la prise de risque par les employés. Mais en réalité, sachez qu'un employé dont les conditions de travail sont substantiellement modifiées et qu'on réduit, par exemple, son salaire à concurrence de 25 %, bien, on se situe dans une zone de congédiement déguisé qui va mettre l'entreprise à risque. C'est-à-dire que l'employé n'est pas obligé d'accepter ces modifications substantielles-là. Et s'il ne les accepte pas, on ne considère pas qu'il a démissionné, mais plutôt qu'il a été congédié de façon déguisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autrement, on lui a fait une offre qui est déraisonnable dans sa situation et qu'il était en droit de la refuser et que c'est donc pas une démission volontaire, mais plutôt un congédiement. Conseil numéro 6,
élaboration de politiques et de formation, notamment en matière de santé, sécurité au travail et en matière de télétravail. En fait, ce conseil-là rejoint un peu ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que la santé, sécurité va être au cœur de votre relance. Le meilleur moyen de communiquer vos préoccupations aux salariés sera possiblement de mettre en place des politiques où les obligations mutuelles de part et d'autre vont être prévues. Donc, on ne s'attend pas à une politique où on va juste énumérer les mesures, mais on va également, comme employeur, indiquer aux salariés à quoi on s'attend d'eux et c'est quoi leur rôle, eux, dans cette relance-là et plus tard aussi dans le maintien de ces mesures-là au sein de l'organisation. Je vous mentionnais rapidement tout à l'heure le programme PACM, mais c'est réellement intéressant de se questionner à savoir comment vous pouvez utiliser ce programme-là dans le contexte de la relance pour bonifier vos formations puis avoir des employés qui vont être prêts, informés et mobilisés au moment du retour. Merci, Zainab. Alors, un mot sur le conseil numéro 6, l'élaboration de politique, pour vous donner certains exemples précis de ce qui devrait ou pourrait être fait. On a parlé tout à l'heure d'une politique de télétravail. Il est évident que dans le contexte actuel, où il y a beaucoup de travail qui se fait à distance, il y a des enjeux, notamment au niveau de la confidentialité. Donc, l'adoption d'une politique de travail qui va prévoir, par exemple, que la documentation liée au travail devra être dans une seule pièce de la maison, idéalement sous clé, de prévoir dans une politique sur le télétravail le nom d'une personne responsable de l'application de la politique pour répondre aux questions que les gens pourraient avoir en lien avec cette politique-là. Le fait de prévoir dans une politique de télétravail que les réunions ou les appels téléphoniques doivent se faire lorsqu'on est seul et non pas en présence de la famille. Donc, ça, c'est un exemple concret d'une politique qui devrait être adoptée ou révisée pour tenir compte d'une nouvelle réalité. Un autre exemple, lorsque les milieux de travail vont être réouverts, il y aura à plus grande échelle, on pourrait penser à revoir aussi la façon dont les gens vont même circuler à l'intérieur du bureau. Dans le contexte d'une reprise ou d'une relance, on pourra, dans certains cas, on a des clients qui ont travaillé sur des scénarios comme ceux-là, limiter, par exemple, le déplacement d'employés à l'intérieur même des lieux physiques où le travail se fait pour éviter des éclosions. Donc, quelqu'un qui travaille dans une organisation, dans le contexte d'une reprise graduelle, ne devrait pas nécessairement circuler dans des zones où il n'a pas à aller dans le cadre de ses fonctions. S'il y a éventuellement des problèmes de COVID-19 dans le milieu de travail, parce qu'on s'attend à des éclosions dans le futur, bien, le fait d'avoir, dans une certaine mesure, compartimenté les lieux, ça pourra être d'un grand secours pour éviter un nouveau bris de continuité dans les opérations. Dernier exemple, les obligations de l'employeur en matière d'harcèlement psychologique doivent être revues. Il y a des organisations avec lesquelles on travaille qui ont décidé d'aller de l'avant avec des capsules vidéo qu'on va transmettre aux employés pour les sensibiliser, pour les outiller. Les gestionnaires doivent plus que jamais faire la gestion du rendement à distance. Le contexte actuel amène un certain effritement ou une zone de brouillage entre la vie privée et la vie professionnelle. Ce sont des zones de risque, mais des risques qui peuvent être adressés et être substantiellement réduits par l'élaboration de politiques simples qui vont sensibiliser les employés, les gestionnaires, puis il y a un grand aspect de prévention qui nous apparaît essentiel. Alors, c'est certains exemples de ce qu'on veut dire dans le Conseil 6. Il faut repenser nos politiques d'entreprise en fonction de la nouvelle réalité dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous serons pour un certain temps. Merci, Benoît. On va passer à la période de questions. J'ai un peu de difficulté à voir les questions, là, Benoît. Je ne sais pas si toi, tu es capable de les voir de ton côté, mais ça défile pas vraiment bien sur mon chat. Bon. Avez-vous des suggestions quant au respect de la distanciation sociale sur les lieux de travail dans les bureaux? Zainab, veux-tu débuter? Bien, en fait, évidemment, là, nous, on n'est pas
expert en santé et sécurité, on vous recommanderait là, de regarder encore une fois sur le site là, de l'Institut national de la santé publique qui a émis un certain nombre de recommandations, là, vraiment même pour les entreprises qui ne sont pas dans le secteur prioritaire. Évidemment, encore une fois, puis Benoît l'a mentionné tout à l'heure, mais dans un esprit de retour graduel au travail, il faut continuer aussi à favoriser le télétravail le plus possible. Donc, ces interactions-là pourront être minimisées, notamment en mettant en place un bon cadre de travail en télétravail plutôt que de ramener tout le monde au travail. Sur la question plus particulière de la distanciation sociale, peut-être à titre d'information, la CNSST également émet un certain nombre de recommandations et ça serait, on est tous un peu en haleine là, de voir comment cette question-là va être traitée dans les bureaux. Par exemple, même pour prendre les ascenseurs, comment la CNSST va émettre des recommandations qui, au niveau pratique, là, seront extrêmement difficiles pour les employeurs, mais malheureusement, n'étant pas experte en santé, sécurité, ni médecin, là, je ne m'avancerai pas outre que de vous mentionner qu'il y a des très bonnes recommandations qui sont faites sur le site de l'Institut national. Benoît, je ne sais pas si tu voulais ajouter autre chose. Non, non, comme Zainab le mentionne, il est possible qu'il y ait des guides qui soient publiés éventuellement. Il y a eu des mesures par rapport à l'industrie de la construction, par exemple. Donc, il n'est pas impossible que la santé publique ou que la CNESST publie des guides sur la façon de se comporter dans les bureaux. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans des organisations, parce qu'il y a des organisations qui sont des services prioritaires qui ont continué de leurs opérations. Moi, on m'a parlé de politiques qui ont été adoptées par rapport à l'utilisation des salles de réunion, des écriteaux, des rappels dans les salles de réunion. Il y a des organisations qui ont enlevé des chaises ou qui ont simplement interdit l'utilisation de salles de réunion qui sont plus petites. Alors, effectivement, Zainab, il faut s'inspirer de ce qui est disponible sur la santé publique et adapter ça le plus possible aux lieux physiques et au genre de travail, pour le moment. Et Zainab, Benoît, vous faisiez état de recommandations que la CNSST pourrait publier. Savez-vous quand est-ce que ça va être publié? Est-ce qu'il y a d'autres recommandations qui vont arriver au fur et à mesure de la part de la CNSST? Ça bouge vraiment, Alexandre, là, en temps réel. Hein. Quand l'industrie de la construction a eu un peu le feu vert du gouvernement, rapidement, on a vu un guide qui a été mis en place, mais possiblement travailler également avec les acteurs de cette industrie-là. Donc, je pense qu'on peut anticiper un certain nombre de recommandations qui vont s'articuler rapidement, mais ces recommandations-là vont toujours être en symbiose avec ce que l'Institut national de santé publique recommande déjà. Je sais que je l'ai dit, là, mais je me permets quand même de le répéter. Sur le site de l'Institut national, c'est vraiment divisé par secteur d'activité. Là, on a le secteur administratif, on a le secteur du transport. Tous ces secteurs-là font l'objet d'une fiche de recommandation par l'Institut national. Donc, c'est assurément là, une bonne façon, en tout cas, de réfléchir aux mesures qui peuvent être mises en place dès à présent. Là. D'accord. Il y a une autre question de quelqu'un qui demande si l'employé accepte la réduction, la réduction de salaire, comment c'est fait? Alors, au niveau de la réduction salariale, lorsque vous vous entendez avec l'employé, évidemment, il y a deux types de scénarios qui peuvent se produire. Un employé peut accepter ce qu'on appelle sous proteste, c'est-à-dire qu'il l'accepte, mais qu'il conteste tout de même cette décision-là. Donc, il l'accepte pour minimiser ses dommages, mais en bout de ligne, il s'arroge quand même d'un recours, par exemple, pour congédiement divisé en disant, même si je reste encore 1 an au sein de l'entreprise avec une baisse salariale de 25 je vais me prévaloir de mon recours, mais pour minimiser mes dommages et pas me retrouver sans emploi, je vais accepter de manière temporaire ou intérimaire là, ces mesures-là. Si par ailleurs, vous arrivez à une entente avec le salarié au niveau de la réduction et que cette réduction-là est prévue pour un temps que vous êtes en mesure d'identifier idéalement,
idéalement, on irait un peu plus loin que la simple acceptation tacite de cette réduction-là. On peut penser à rédiger un document expliquant le contexte de cette réduction-là, expliquant la durée de cette réduction-là et éventuellement peut-être identifier une renonciation là, à un recours à l'employé. Évidemment, certains diront, ben ça peut lever le drapeau chez l'employé, peut-être qu'il va aller consulter. C'est vrai, mais vaut mieux anticiper les risques que de se fermer les yeux face à ces situations-là. Benoît, si tu veux compléter. Non, à ce niveau-là, effectivement, l'acceptation peut être tacite. Évidemment, ce qui sera très pertinent, c'est comment ça a été présenté, par qui et à quel moment. Si ça a été présenté pour 3 semaines, évidemment, ce qui a été accepté, c'est peut-être plus la réalité. Donc, tu as tout à fait raison, ça devient factuel, mais théoriquement, il peut y avoir une acceptation tacite. Zainab, en matière de ressources humaines, pouvez-vous offrir des exemples d'outils pour nous faciliter le retour qui sont éligibles au PAC? Si je comprends bien la question, on est au niveau de, quand on parle des outils, est-ce qu'on parle de formations qui sont éligibles au PAC ou bref, si la question est à savoir au niveau des ressources humaines, peut être éligible au PAC, mais évidemment, il y a deux volets là, au PAC. Il y a les formations, en fait, il y a plusieurs volets, mais au niveau des formations, il y a le fait qu'on peut aller chercher une subvention à concurrence de 150 $ pour un formateur externe et pour un maximum de 25 $ aussi par employé, 25 $ de l'heure par employé qui assiste finalement aux formations. Le programme énonce déjà un certain nombre de formations, sans mettre le titre, là, mais de formations qui pourraient être acceptables. On peut, selon l'information qu'on nous a donnée, ces formations-là devraient s'inscrire réellement dans la situation de relance. Je vous donne l'exemple très pertinent que Benoît a mentionné tout à l'heure, le télétravail. S'il est fait dans l'objectif d'assurer une relance graduelle, il sera, ça pourrait être une formation qui peut être acceptée, notamment en vertu du programme du PAC, surtout si vous orientez, par exemple, la formation du télétravail sur les questions de confidentialité, d'harcèlement psychologique, etc. Donc, il y a vraiment une façon, je vous dirais, là, d'articuler votre demande de subvention au PAC, mais gardez en tête que les mots-clés, si on veut, là, sont maintien à l'emploi parce que le programme souhaite réellement être mis en œuvre dans le but de préserver le plus d'emplois possible puis donner un peu d'oxygène aux entreprises pendant le temps de la relance. Et deuxièmement, COVID-19, donc comment adresser la crise par le biais de ces formations-là. D'autres formations, par exemple, au niveau RH, les formations en santé et sécurité. Il y a aussi des formations plus globales là, qui sont éligibles. Si je peux me permettre, là, je pourrais transmettre à Alexandre la publication qu'on a faite sur ce sujet-là particulièrement, qui saura peut-être répondre à un certain nombre de vos questions. Alors, si jamais l'employé a une note de médecin parce qu'il a un système immunitaire faible, peut-il travailler de la maison? Suis-je obligé de le payer? Est-ce considéré un arrêt maladie? Benoît, je peux amorcer la question là, ou si tu souhaites y répondre. En fait, il faut se restituer sur ce qu'on entend beaucoup présentement du gouvernement. On nous dit de prévoir une relance graduelle, de ne pas mettre à risque certaines personnes qui ont des conditions médicales qui les rend plus vulnérables dans la situation actuelle. Et donc, on peut penser que quelqu'un qui a un système immunitaire faible serait prédisposé là, à être dans une zone plus à risque dans la crise actuelle. Si l'employé vous arrive avec une note médicale et que vous êtes en mesure d'aménager sa façon de travailler pour
catalyser ou minimiser ce risque-là d'exposition en faisant du télétravail, je pense que vous pouvez continuer à lui demander de fournir sa prestation de travail à la maison. Par ailleurs, est-ce que vous êtes obligé de le payer? Bien, dans la mesure où, effectivement, il fournit sa prestation de travail, l'employeur devra le payer comme un employé actif. Est-ce que ça peut être considéré comme un arrêt maladie? Bien, dans la mesure où l'employé n'est pas en mesure, et malgré les dispositions que vous pouvez prendre pour le télétravail, de fournir sa prestation de travail, non pas à cause de son système immunitaire faible, mais en raison réellement d'une maladie, à ce moment-là, oui, il pourrait être en arrêt de travail, mais encore faut-il qu'il y ait une maladie. Avoir un système immunitaire faible, c'est pas une maladie en soi, ça peut être symptomatique ou ça peut être une prédisposition à un risque plus élevé, mais l'employé n'est pas malade pour autant. Donc, si vous n'avez pas une maladie identifiée, il n'y a pas d'arrêt de travail en raison de maladie, à mon avis. Absolument. Et effectivement, s'il y avait un diagnostic, le cadre d'analyse pourrait être différent. Mais pour la question, suis-je obligé de le payer? À partir du moment où ce n'est pas possible ou réaliste de faire du télétravail dans ce contexte-là, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de rémunérer quelqu'un qui ne fournit pas sa prestation de travail. Alors, si on lui demande de travailler à distance, il doit y avoir une rémunération. Si ce n'est pas possible de fournir la prestation de travail à distance, il n'y a pas de rémunération. Ceci étant dit, dans une question comme celle-là, comme dans bien d'autres, il y aura un élément de durée à un moment donné qui va entrer en ligne de compte. Si la personne n'est pas en mesure de fournir sa prestation de travail en raison d'une maladie qui fait en sorte que son système immunitaire est tellement faible que le fait de sortir de chez lui, par exemple, constitue un risque et que ça dure longtemps, il est évident pour nous que le cadre d'analyse va être différent par opposition à un système qui va durer une situation qui ne va durer que quelques jours ou quelques semaines. Donc, la question de la durée, la question de ce qu'on a un diagnostic m'apparaissent essentielles. Mais est-ce qu'on doit payer quelqu'un qui ne peut pas fournir sa prestation de travail? Je dirais pas plus maintenant qu'avant. Alors, la question, je comprends qu'il n'y a pas d'obligation au niveau provincial pour l'employeur de s'accommoder à la situation particulière de l'employé pour la garde d'enfants, par exemple, mais que cette obligation existe au niveau fédéral. La position provinciale prévaut sur le fédéral. En fait, c'est une question là, de juridiction ou de compétences juridictionnelles là, en droit. Il existe des entreprises qui sont réellement de juridiction fédérale, donc qui ne sont pas assujetties aux lois provinciales. Par exemple, on peut penser aux entreprises dans le milieu de l'aviation, par exemple, pas toutes, mais dans les télécommunications, encore une fois, pas toutes les opérations, mais ce sont des exemples dans le transport interprovincial, par exemple. Ces entreprises-là sont donc assujetties à un cadre juridique qui est différent des entreprises de compétences provinciales. Dans le cadre juridique des entreprises fédérales, il existe la loi canadienne des droits et libertés de la personne qui prévoit particulièrement la situation familiale comme étant un motif sous lequel on ne peut pas faire de discrimination et qui engendre finalement une situation d'obligation ou un devoir d'obligation d'accommodement de la part de l'employeur. Dans la charte provinciale au Québec, la situation familiale n'est pas énumérée comme étant un des droits protégés ou des motifs protégés en vertu de la Charte. Il y a eu une abondante jurisprudence, même en Ontario, au Québec, sur cette question-là particulière, et les tribunaux n'ont pas encore reconnu un devoir d'obligation des employeurs qui découlent de la Charte. Donc, c'est pas tant que la loi provinciale prévaut sur le fédéral, mais c'est que les compétences juridictionnelles sont extrêmement différentes dépendamment de la juridiction de l'entreprise. Encore une fois, il faut tenir compte du contexte d'application de ces concepts-là. La législation fédérale, donc les entreprises qui sont de juridiction fédérale, doivent composer avec une législation où on prévoit, comme Zainab le mentionne, la situation familiale comme un motif de discrimination prohibé qui peut entraîner jusqu'à une obligation de faire des accommodements au niveau de l'horaire de travail à cause des enfants et tout ça. Au Québec, effectivement, comme Zainab le dit, ces arguments-là ont été jusqu'à maintenant dans la jurisprudence écartés, puis la Charte québécoise ne le prévoit pas spécifiquement. Ceci étant dit, dans le contexte actuel où les écoles et les garderies sont fermées, si un employeur procédait rapidement au congédiement d'un employé
de longue date parce qu'il a épuisé ses 10 journées de la loi sur les normes, on pourrait se retrouver avec une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante, par exemple en vertu de l'article 124 ou dans un contexte syndiqué avec un grief, et un décideur pourrait très bien arriver à la conclusion que la personne avait un motif valable de s'absenter parce qu'il n'y avait pas de garderie. Donc, il faut tenir compte du contexte très, très, très particulier qui fait en sorte, comme Zainab l'a dit, que la distinction provinciale-fédérale sur cette question-là pourrait devenir un peu théorique. Et il va falloir que les employés mettent en œuvre de manière raisonnable des mesures pour leur permettre de fournir leurs prestations de travail. Donc, les employés ne pourront pas dire « Moi, je ne viens pas travailler, je ne suis pas disponible tant que les écoles ne recommencent pas. » Ce serait une position qui ne serait pas acceptable. Mais à l'inverse, de sanctionner ou d'agir rapidement pourrait mener à des griefs ou des plaintes, et un décideur tiendrait compte du contexte actuel pour évaluer le bien fondé de la décision de l'employeur. Alors, il faut être assez prudent par rapport à ça. Une chose qui est certaine, c'est qu'il faut uniformiser nos façons de faire et former les gestionnaires. On donnait l'exemple tantôt d'un Q&A par rapport à la question des enfants, de l'école, de la garderie, même ou un arbre décisionnel pour que les gestionnaires appliquent un peu la même logique à tout le monde. Ça, c'est clairement une façon de réduire substantiellement les risques par rapport à ces dossiers-là. Le fait qu'il y ait moins de place à l'arbitraire puis qu'on ait développé un cadre d'analyse, c'est une façon de réduire les risques pour les organisations. Pour nous, c'est clair. Peut-être dernier élément là, sur cette question-là. Effectivement, il faut faire preuve de prudence sur la façon dont vous allez gérer ces situations particulières-là. Peut-être qu'un tribunal pourrait considérer le contexte là, très inédit du COVID-19 présentement, mais il pourrait aussi considérer le fait que les prestations canadiennes d'urgence ont aussi été mises en place par le gouvernement comme une forme de mesure pour accommoder les employés qui se retrouvent dans ces situations. Oublions pas que les PCU vont demeurer disponibles, là, je pense, jusqu'au 3 octobre, si je me trompe pas. Et dans ce contexte-là, un employé, finalement, pourrait continuer à bénéficier des PCU pendant cette période-là. Est-ce qu'un tribunal pourrait dire, l'employeur avait pas forcément à rompre le lien d'emploi, il aurait pu tout simplement le garder en mise à pied. Il y avait des mesures d'allègement de ce fardeau-là pour l'employeur qui ont été mises par le gouvernement. C'est une possibilité. Maintenant, tout est contextuel. Si cette situation-là occasionne des répercussions réelles au niveau opérationnel de l'employeur, je pense qu'on pourrait re-questionner le cadre juridique qu'on connaît pour en voir l'application. Alors, en termes d'agilité attendue au cours des prochains mois, présentiel, télétravail, malgré les mesures de distanciation, si un employé sur site présente des symptômes, est-ce que l'entreprise doit envoyer en quarantaine l'ensemble des employés du site en télétravail? Benoît? J'aurais le goût de référer à la santé publique parce que la santé publique, depuis le début, a émis un certain nombre de recommandations directives et ça va continuer. Il y aura des mesures qui seront mises en place. Donc, c'est les directives de la santé publique qui vont s'appliquer avant tout. Lorsqu'il y aura on peut penser, encore une fois, on ne le sait pas, mais lorsqu'il y aura des éclosions, peut-être dans certains milieux de travail, la santé publique pourrait faire enquête dans le futur. On parle d'une possible vague cet automne, donc il n'est pas exclu que les organisations vont avoir des obligations nouvelles à respecter par rapport à ça. Et comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, adapter les façons de faire à cette nouvelle réalité-là va permettre de minimiser le risque d'un bris de service ou d'un bris de continuité d'opération. Par exemple, des registres. Il y a beaucoup d'organisations avec lesquelles on travaille qui maintenant ont mis en place des registres à l'accueil qui limitent les déplacements à l'intérieur des lieux physiques. Toutes ces mesures-là vont éventuellement permettre de peut-être limiter les conséquences d'une éclosion dans un milieu de travail, ce qui est une possibilité. Alors, lorsqu'on parle de réduire le risque, un milieu de travail qui met beaucoup de mesures comme celle-là en place a plus de chances de pouvoir continuer. Je ne sais pas, Zainab, si tu veux ajouter quelque chose?
La seule chose que je pense utile de souligner, c'est aussi tous les pouvoirs d'intervention de la CNSST dans ce type de situation-là également. Donc, n'oublions pas que la CNSST peut s'arroger de certains pouvoirs si des mesures de santé et sécurité adéquates n'ont pas été mises en place et qu'elle est informée, par exemple, d'un cas de contamination dans une entreprise, elle pourrait venir vers vous et poser des questions et enquêter également à ce sujet-là. Donc, il faut aussi être prêt à avoir un plan de communication avec la CNSST qui idéalement vous donnera un préavis avant une telle rencontre, mais ce n'est pas toujours le cas. Benoît, Zainab, il est déjà 11h36. Vous avez le temps pour une dernière question? On peut certainement prendre une dernière question. Malgré les mesures de distanciation, oui, c'est ça. Oui. Et l'aménagement du lieu de travail, un salarié peut-il refuser de venir travailler au motif qu'il doit prendre les transports en commun, bus, métro pour arriver sur son lieu de travail? C'est une question tout à fait intéressante sur laquelle Benoît et moi avons tergiversé quelques temps pour en arriver à une recommandation commune. Benoît? Alors, théoriquement, à partir du moment, je vais répondre en deux temps. D'abord, les gens doivent organiser leur vie de sorte qu'ils sont en mesure de fournir leurs prestations de travail. On a tous peut-être moins le goût de prendre le métro qu'avant. Ça fait partie de la réalité, mais c'est la santé publique, encore une fois, qui va déterminer ce que seront les règles applicables. Là où les employeurs vont devoir faire place à la flexibilité, c'est potentiellement dans les horaires. Il n'est pas impossible que la santé publique émette des recommandations lors d'une reprise pour qu'il y ait moins de monde en même temps dans le métro. C'est quelque chose qui a été évoqué. Donc, il est possible que par la santé publique, on ait des contraintes qui font en sorte qu'on va devoir prévoir des heures d'arrivée un peu en cascade. Et là, les employeurs vont possiblement devoir accepter ça. Par contre, quelqu'un qui dirait moi, dans le contexte actuel, ça ne m'intéresse pas de prendre le transport en commun, et employeur, je vous donnerai des nouvelles lorsque je serai à l'aise de prendre le transport en commun, ça ne serait pas un motif valable à notre point de vue de s'absenter, parce que le transport en commun est là, il y a des mesures qui sont en place, on peut les juger insuffisantes, on peut être inconfortable, mais à moins d'avoir une condition personnelle particulière, le fait de ne pas être à l'aise ou de ne pas avoir le goût de prendre le métro, en soi, ce n'est pas un motif qui va justifier une absence à long terme. Et Zainab, je te laisse compléter, mais je termine en disant l'importance de ce qu'on a mentionné plus tôt sur l'uniformité dans vos organisations du message. Les gestionnaires de premier niveau pourront être confrontés à une situation comme celle-là. Il faut absolument que la position soit la même. Et c'est la raison pour laquelle on peut déjà, dans le contexte de préparation de la reprise, se demander comme organisation si cette question-là se pose, si quelqu'un est inconfortable à cause du transport en commun, quelle sera la position de l'organisation et s'assurer une uniformité dans un contexte aussi particulier que celui dans lequel on vit présentement. C'est définitivement une façon de réduire les risques par rapport à des recours. Si deux employés qui soulèvent cette même préoccupation-là ne sont pas traités de la même façon, pour nous, ça augmente les risques. Je pense que la réponse est assez complète, Benoît. Encore une fois, l'Institut national de santé publique a déjà émis un certain nombre de recommandations pour l'industrie du transport en commun. Donc, on peut s'attendre à ce que les employeurs dans ce type d'industrie-là ont déjà mis en place des mesures nécessaires pour assurer la santé et sécurité non seulement de leurs propres travailleurs, mais également du public. Donc, encore une fois, un travail en amont pour adresser ces situations-là avec les employés et les désamorcer le plus possible. Alors, allons-nous recevoir les slides de la présentation par courriel? Tout à fait, on pourra en discuter. Alexandre les rend disponible notre présentation avec plaisir. Je pense qu'il nous reste de notre côté, en tout cas, Alexandre, on te laisse donner le mot de la fin, mais vous souhaitez un très bon retour, une bonne relance et si jamais on peut être utile, nous allons rendre certaines informations disponibles à Alexandre, notamment le programme, le PAC, mais notre publication sur ce sujet-là.
Parfait. Ben, écoutez, Benoît, Zainab, merci beaucoup d'avoir pris le temps justement de nous expliquer un peu tout ça. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même beaucoup de défis pour les employeurs à venir. Il va falloir qu'on soit cohérent et flexible et accommodant. Mais ce que je retiens, là, c'est qu'il faut bien suivre justement les mesures là, qui seront publiées par l'Agence de santé publique dans le cadre du retour au travail. Donc, écoutez, pour reprendre un petit peu ce que Zainab disait tout à l'heure là, par rapport à la dernière question, oui, on va vous envoyer la présentation donc aux participants. Et puis, si jamais vous avez des questions, ben n'hésitez pas. On pourra les relayer là, à Benoît et puis à Zainab. Donc, ben, écoutez, continuez de consulter notre infolette pour les sujets futurs qu'on abordera dans le cadre de nos webinaires. Et puis, en attendant, ben, écoutez, merci. Donc, merci à vous deux, merci aux participants. Et puis, bon lunch.